À la fin de la dernière finale d'Europa League, les commentateurs se sont régalés à dire « ça y est, ils l'ont fait, ils ont gagné la finale, ils ont gagné leur pari, ils sont qualifiés en Ligue des Champions ». Ouais, enfin, ils sont aussi un tout petit peu champions d'Europe, hein. Mais bon, ça compte pas vraiment, hein, puisque c'est l'Europa League. Et donc aujourd'hui, aller en finale d'Europa League, ça ne sert plus qu'à se qualifier en Ligue des Champions. Bah ouais, l'Europa League, ça rapporte clairement pas assez. D'ailleurs, ce qui motive la plupart des clubs à se qualifier en Ligue des Champions, c'est la manne financière qu'elle représente. Bien plus que faire rêver ses supporters, rencontrer des clubs mythiques dans des stades mythiques, je sais pas moi, gagner une compétition européenne, 3 fois rien quoi. S'il fallait comparer les deux compétitions, il y a une énorme domination de la Ligue des Champions sur presque tous les points, économique, visibilité, implication des clubs, recettes. Mais le gros point faible de la Ligue des Champions se situe au niveau de l'originalité des confrontations. Également du suspense, qui est de plus en plus réduit, et également des surprises. Il y a de moins en moins d'équipes qui peuvent espérer atteindre le dernier carré. Pour ce qui est du niveau de jeu, la Ligue des Champions est clairement au-dessus, puisqu'elle voit y jouer la plupart des plus grands joueurs mondiaux. Pour tout ce qui est en dehors du terrain, peut-être que l'Europa League a sa carte à jouer, puisque la plupart des publics qui participent à la Ligue des Champions sont plutôt des consommateurs, spectateurs, que vraiment des supporters. Là où la Ligue des Champions est clairement au-dessus, c'est qu'elle a réussi à rentrer dans la culture, contrairement à l'Europa League. C'est bien la seule dont on parle dans les médias, dont les artistes parlent, et qui fasse vraiment rêver le public et les foules. Comme j'ai déjà dit, en Ligue des Champions, arrivé en quart de finale, on voit quasiment toujours les mêmes équipes s'affronter. Alors qu'en Europa League, on a tout le temps des affiches inédites. Tandis que l'Europa League permet régulièrement à une équipe d'un petit championnat dans un pays qu'on ne saurait même pas mettre sur la carte de l'Europe, de s'offrir une magnifique aventure européenne. L'Europa League, c'est aussi le moyen pour des équipes avec un moyen, voire un très petit budget, d'atteindre le dernier carré d'une compétition européenne. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre l'exemple du remarquable parcours du finaliste de l'Europa League édition 2010-2011, à savoir le Sporting Braga, donc club créé en 1921, joue ses matchs au stade municipal construit à l'occasion de l'Euro 2004. Ce modeste club du nord du Portugal n'a à son palmarès que 2 Coupes du Portugal, l'une glanée en 1966 et l'autre en 2016, ainsi qu'une Coupe de la Ligue en 2013. Braga joue pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions, grâce à une très belle saison 2009-2010, où ils finissent 2e de la Liga Sagres. Mais les Arsenalistas, comme on les appelle, doivent passer un 3e tour de qualification contre le Celtic Glasgow, puis un barrage contre Séville. Après avoir éliminé ces 2 cylindrés, ils tombent dans un groupe composé du Shakhtar, d'Arsenal et du Partizan Belgrade, mais finissent 3e malgré une très belle victoire 2-0 contre Arsenal et sont donc reversés en Europa League. Ils les éliminent alors tour à tour Lech Poznan, Liverpool, le Dynamo Kiev ainsi que Benfica en demi-finale, mais perdent 1-0 contre Porto à la finale par un but à la 44e minute de l'inévitable Falcao. Auparavant, le Sporting n'avait jamais fait mieux que 2 huitièmes de finale en 2006 et 2008 en Europa League. Ce qui magnifie ce parcours héroïque, c'est que le club était alors muni d'un budget inférieur à celui de Arles Avignon, qui était alors le dernier de Ligue 1. Nous parlons ici d'un budget de 12 millions d'euros seulement. À titre de comparaison, le dernier budget de Ligue 1 pour la saison 2017-2018 est celui d'Amiens avec 25 millions d'euros. Cet incroyable résultat peut s'expliquer par l'importante colonie sud-américaine et surtout brésilienne qui composait alors l'équipe et que le club n'avait pas hésité à naturaliser en masse. Si cet exemple ne vous sert pas à vous faire comprendre que pour vivre une belle épopée européenne, on n'a pas besoin d'un énorme budget, que dans le football, l'argent ne fait pas tout, et que l'Europa League est une compétition équilibrée où presque tous ont leur chance, je vois pas ce que je peux faire de plus, franchement. Des deux, l'Europa League est la seule compétition véritablement européenne, car elle est plus ouverte, il y a beaucoup de pays qui ont connu une équipe, qui ont pu vivre une aventure européenne qui sera absolument impossible en Ligue des Champions. La Ligue des Champions et l'Europa League ont en commun de vendre du rêve, mais seule l'Europa League vend un rêve accessible. Avec la reine des coupes européennes, on se dirige de plus en plus vers une compétition fermée entre gros mastodontes. C'est d'ailleurs un scénario de plus en plus évoqué par les grands dirigeants de ces gros clubs que sont le Real, le Barça, le Bayern, Chelsea et j'en passe.
Avantage ou défaut, je ne sais pas, mais l'Europa League est certainement la plus difficile des deux puisqu'elle est beaucoup plus longue. Effectivement, il faut 15 matchs minimum pour arriver en finale de l'Europa League, contre 13 minimum pour arriver en finale de Ligue des Champions. Pour reprendre l'exemple de Braga, ils ont dû jouer la bagatelle de 18 matchs pour arriver jusqu'à la finale. La différence se fait aussi au niveau du nombre de participants. Il y a 76 équipes qui prennent part à la Ligue des Champions chaque année, qui n'a jamais aussi mal porté son nom, il faut le dire, ouais, carrément, contre 188 équipes qui se battent pour arriver en finale de l'Europa League. On dirait un petit peu la Coupe de France. Suivre l'Europa League, c'est voyager. Il y a toujours des stades ou des équipes au nom improbable, des blasons ou des joueurs à découvrir. Des joueurs qui d'ailleurs seront peut-être les stars de demain. Je ne dis pas que j'aime pas la Ligue des Champions, mais c'est juste qu'elle représente une façon de consommer le football que je n'aime pas. C'est-à-dire qu'on va regarder un match de football en espérant assister au meilleur spectacle, et pas par pur amour du football. Je ne dis pas non plus que je suis que l'Europa League, mais quitte à suivre une compétition européenne, autant suivre celle qui assure la plus grande équité sportive. À quoi ça sert que je m'implique personnellement et émotionnellement dans une compétition dont je connais par avance les finalistes et le vainqueur? Pour conclure, et en guise de contre-argument, je voudrais vous donner les quelques finalistes plus ou moins probables de ces 30 dernières années. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, je pourrais vous citer Monaco et Porto en 2004, Leverkusen en 2002, ou encore la Samp en 93. Bon, il n'y en a pas des masses quand même. Pour ce qui est de l'Europa League, vous allez voir, il y en a beaucoup plus. Citons Nippo Bretox en 2015, Braga en 2011, Fulham en 2010, le Werder en 2009, l'Espagnol en 2007, Middlesbrough en 2006, Alaves en 2001, Salzbourg en 94, etc. Avouez, vous en avez oublié au moins la moitié. J'avoue, ils ont tous perdu en finale. Mais bon, ce qui compte, c'est l'aventure, c'est le sport, c'est la beauté, c'est la compétition. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager partout. Ça me ferait énormément plaisir. Moi, je vous laisse. En attendant, j'ai un magnifique Sheriff Tiraspol Falstaff Zlin. Je vais me régaler. Parce que, avouons-le, franchement, la Ligue des Champions, c'est vraiment de là.